vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois. À la une ce soir, Jean-Philippe Nilor réagit à la crise que traverse actuellement le MIM. Après les propos tenus à son encontre par Alfred Marie-Jeanne, le député du Sud reste serein. Selon lui, il serait victime de procès d'intention. Destruction de 2 roues aujourd'hui à l'occasion d'une opération menée en partenariat entre l'État et la justice. Une démonstration de force pour prouver aux contrevenants qu'il peut y avoir de grosses sanctions en cas de grave infraction. 2 journées de réflexion autour du comportement d'auto-exclusion des moins de 25 ans. Les conférences débats sont organisés par l'association La Ruche en partenariat avec la CTM. Il s'agit de comprendre ce qui amène les jeunes à la délinquance. Enfin, le carnaval 2018 se prépare. Les carnavaliers font leurs derniers achats et les agents municipaux de la capitale sont dans les starting blocks. Nous serons en direct de Fort-de-France qui organise en ce moment une conférence de presse pour présenter le dispositif des jours gras. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Que se passe-t-il au sein du mouvement indépendantiste martiniquais? Une question que l'on se posait déjà en décembre dernier et qui est de nouveau d'actualité depuis ce lundi. La dernière réunion hebdomadaire du parti a prouvé que la rupture était bel et bien consommée entre Jean-Philippe Nilor et Alfred Marie-Jeanne. Le député du Sud a accepté de donner sa vision sur ce conflit et selon lui, c'est la sérénité et le travail qui doivent prédominer. Reportage d'Hubert Bornil et de Valérie Vincent. Une chose est sûre, on ne peut pas dire qu'à Rivière-Pilote ou à Sainte-Luce que le thème soit véritablement parlant. Tout le monde en parle en bas-feuille d'une certaine façon, mais difficile de faire quelqu'un s'exprimer face caméra. On préfère dire, comme ces joueurs de domino, eh ben, nous regardons des affaires nous plutôt. Ces derniers jours, les tensions se sont ravivées entre Alfred Marie-Jeanne et Jean-Philippe Nilor. Les récents événements relatés sur les réseaux sociaux prouvent à quel point la crise est profonde au sein du mouvement indépendantiste martiniquais. Aujourd'hui, Jean-Philippe Nilor a décidé de sortir de sa réserve. Nous l'avons rencontré dans sa permanence à Sainte-Luce. Jean-Philippe Nilor, vous êtes dans quel état d'esprit après tout ça? Personnellement, je ne suis pas du tout ébranlé. Je vis les choses très sereinement parce que j'ai décidé de donner la priorité au travail concret. C'est ce que les Martiniquais attendent de nous. Donc je travaille sereinement au service du peuple martiniquais. J'ai été choisi, j'ai été élu pour ça et je tiens à assumer cette mission-là. Je suis simplement triste pour l'image qui est donnée au peuple martiniquais d'une manière générale. Celui qu'on présentait comme le dauphin d'Alfred Marie-Jeanne se dit aujourd'hui victime d'un véritable procès d'intention. Je pense que lorsqu'il y a des problèmes en interne à régler au sein d'un parti politique, ça doit se régler en interne. C'est pourquoi je me refuse à exacerber toute cette ambiance-là qui n'est pas saine pour la Martinique. Qu'est-ce qu'il vous reproche? Mais c'est à lui qu'il faudrait demander ça, parce qu'il n'est jamais très précis sur les reproches qu'il fait. Mais c'est à lui qu'il faudrait demander ça. En tout cas, j'ai ma conscience pour moi. J'ai pu avoir commis des erreurs. Qui ne commet pas d'erreurs? Je crois que la perfection n'est pas de ce monde-là, mais je considère que ces procès d'intention qui me sont faits en permanence depuis plusieurs mois sont profondément injustes. J'ai ma conscience pour moi. J'ai aussi le soutien de beaucoup de Martiniquais. Enfin, la question qui taraude nombre d'observateurs, quelle sera désormais l'attitude de Jean-Philippe Nilor au sein du MIM? Il y a des règles pour les associations, il y a des règles qui régissent les partis politiques. On ne peut pas décider tout seul comme ça d'une exclusion. Il y a des formes à donner. Le parlementaire que je suis est particulièrement attaché à ces aspects-là, ces aspects de forme, de règles. On n'est pas dans une république bananière en Martinique. Dès lors, la question est de savoir si cette crise ne risque pas à terme de faire exploser le MIM.
En bref, au chapitre social, les chauffeurs de la CTRC du réseau Mosaïque ont fait jouer leur droit de retrait aujourd'hui pour dénoncer le non-paiement de leur salaire alors qu'ils sont habituellement payés entre le 27 et le 28 du mois. Ils n'ont pour l'heure rien perçu. Leurs bus sont restés au dépôt en attendant une réponse de l'autorité compétente qui est Martinique Transport depuis le 1er janvier dernier. Nous poursuivons avec cette opération destruction de 2 roues aujourd'hui. Une démonstration de force des services de l'État pour prouver aux contrevenants qu'il peut y avoir de grosses sanctions en cas de grave infraction. Sous le regard de Franck Robine, préfet de Martinique, et de Renaud Godel, procureur de la République, les motos, pour la plupart interceptées lors de délits routiers, ont été compactées. Voyez les précisions recueillies par Loïc Régis. Malheureusement, des constats et des récupérations sur des accidents, mais il y a aussi un certain nombre de véhicules qui correspondent à des véhicules qui ont été interceptés lors d'une infraction. Et lorsqu'ils n'ont ni plaques, voire des plaques falsifiées, ni propriétaire, vous savez qu'on attend, selon les cas, 10 jours ou 30 jours pour être certain qu'il n'y ait plus de propriétaire. L'autorité administrative et l'autorité judiciaire prennent la décision de les détruire. Vous allez voir ce type d'opération désormais très régulièrement. Nous nous sommes rapprochés avec le service du procureur de la République et c'est pour cela que nous sommes tous les deux ensemble aujourd'hui. C'est une opération qui sera désormais très régulière et qui correspondra, je crois, à la réduction de l'insécurité, notamment de l'insécurité routière. Encore une fois, toutes ces mesures, elles sont là pour protéger les Martiniquais et les Martiniquaises qui prennent la route chaque jour. C'est très difficile d'intercepter les 2 roues motorisées, vous le savez, ici en Martinique. Le problème, c'est qu'on a en face de nous une population transgressive, clairement, qui ne respecte aucune des règles du code de la route. Et cette minorité, parce qu'elle reste une minorité, cette minorité nous pose d'énormes difficultés. Il faut quand même rappeler que les 2 roues sont à peu près 2 à 3% des véhicules en circulation sur l'île. Et par contre, ils sont dans 42%, impliqués dans 42% des accidents corporels. C'est dire qu'il y a vraiment une surreprésentation. On ne peut plus accepter ça. De l'errance des jeunes à la radicalisation, c'est l'intitulé de la conférence débat organisée par l'association La Ruche et la CTM. 2 journées de réflexion autour du comportement d'auto-exclusion des moins de 25 ans, une attitude marginale qui amène souvent au vol, à la violence ou au trafic. Reportage de Loïc Régis. Difficile de se faire une place dans la société moderne quand on est sans domicile fixe ou sans emploi. Un contexte qui pousse certains à devenir marginaux. Conséquence de cette mise à l'écart subie ou volontaire, un développement de comportements radicaux, notamment chez les jeunes, avec en toile de fond une violence comme mode d'expression. Normalement, si tu veux, tu dois embarquer, tu dois prendre quelque chose de la personne, ou donner ça que tu voulais. Mais ça, c'est une bonne ou une mauvaise chose finalement? Une mauvaise chose qui est là, parce que tu vas embarquer. C'est pas obligé de faire des bêtises. Voler, pour taper que tu voulais. Oui. Faire des bêtises. Des jeunes qui ont pris du recul par rapport à la société, en rupture avec l'ordre et l'autorité, ils font de leurs propres règles. C'est le phénomène du caïd, l'exemple de radicalisation le plus fréquent en Martinique selon les travailleurs sociaux. Ce qui nous inquiète aujourd'hui en Martinique, au niveau de la radicalisation, elle n'est pas forcément religieuse, mais plus dans des organisations, dans des groupes de bandes de jeunes qui vont s'organiser autour d'un idéal, mais un idéal de violence. De violence, mais aussi d'un idéal économique, mais d'économie facile. Il s'agit des trafics en tout genre, pas seulement de stupéfiants, mais aussi parfois d'armes, simplement parce que ces jeunes-là n'envisagent pas l'avenir autrement, parce qu'on est dans une situation économique et sociale où les jeunes aujourd'hui ont du mal à se projeter tout simplement. La violence devient alors un moyen d'exister. L'errance, c'est ne pas avoir de but. Pour certains simplement, mais pour certains, la radicalisation va donner une solution, va représenter quelque chose qui leur donnera un but, qui leur redonnera une force. Et c'est pour eux quelque chose de très important, ils vont se sentir de nouveau vivants. C'est très paradoxal, parce que la radicalisation est quelque chose de très mortifère, mais pour autant, pour eux, ça va être une vraie solution. Des problématiques préoccupantes pour les partenaires sociaux. 2e et dernière journée de réflexion demain à la CTM. Et dans la même lignée, parlons du dernier roman d'André Berton, Carême de sang aux Antilles, paru en décembre dernier. André Berton, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci
d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être de retour sur ATV. Alors, les Antilles françaises prises pour cible par des djihadistes, sans raconter toute l'histoire, hein, vous mettez en exergue le danger représenté par la conversion à l'islam radical dans certaines prisons françaises pour les jeunes ultramarins. Sur quoi vous êtes basé déjà pour rédiger ce roman ? Sur une expérience que j'ai vécue, une enquête que j'ai menée au début des années 2000 en région parisienne, à Corbeil exactement, dans la cité, une cité un peu glauque sur les hauteurs de Corbeil-Essonnes qui s'appelle la cité Montconseil. Pourquoi j'ai enquêté là? Parce qu'il y avait plusieurs jeunes Antillais, on a assez peu parlé hélas, plusieurs jeunes Antillais qui étaient radicalisés, non pas auprès du groupe Daesh, qui à l'époque n'existait pas encore, mais auprès d'Al-Qaïda qui tenait le haut du pavé du terrorisme international à ce moment-là. Et ces jeunes ont été convaincus par la justice d'avoir participé, même s'ils étaient des petites mains, d'avoir participé à une tentative d'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Paris, tentative dont la tête pensante était Jamel Bégal, celui qu'on a appelé le Ben Laden français, qui a été condamné d'ailleurs en 2001. Ces Antillais, ces jeunes Antillais, je les ai vus lors du procès aux assises à Paris. C'était quoi? C'était comme beaucoup de jeunes noirs en France qui n'ont pas de travail, qui sont dans des cités épouvantables, souvent issus de familles décomposées. Ces jeunes-là n'ont pas de travail, n'ont pas d'avenir, se sentent rejetés par la société dans laquelle ils vivent. Et puis, voilà, il n'y a pas de curé, il n'y a pas de maison des jeunes, mais en revanche, souvent dans ces cités, comme cette cité Montconseil, eh bien, dans la cave, il y a un imam voilà, qui les reçoit, qui les convertit. Puis il y a aussi, vous l'avez dit, les conversions, radicalisation en prison. Alors justement, pourquoi avoir choisi cette thématique radicalisation? Il y a un peu de politique aussi, de la délinquance. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Il y a un fond aussi dans ce livre, c'est sur fond de trafic de drogue. Hein, on sait bien que c'est les deux jeunes terroristes ou apprentis terroristes, enfin terroristes puisqu'ils commettent plusieurs crimes, qui évoluent dans ce roman policier, sont l'un, un jeune qui a été radicalisé effectivement en France, à Fleury-Mérogis, il n'est certainement pas le premier, même si celui-là est imaginaire, et un autre qui est ici un déçu du système, un paumé, qui va trouver refuge auprès de ses amis islamistes radicaux. Et voilà comment... Et cela, à mon avis, si on y a échappé jusqu'à présent, c'est soit que les policiers ou les gendarmes ont été particulièrement habiles pour éradiquer des réseaux, des tentatives d'attentats, mais on n'est pas à l'abri, effectivement. Je veux pas être... Vous pensez que c'est possible ici que des jeunes Antillais reviennent et bien sûr, d'autant que on sait qu'il y en a, au sein de Daesh. Il y a 600 Français qui sont actuellement prisonniers, qui ont été pris en Irak et en Syrie. Et parmi ceux-là, vous croyez que dans les 600, il n'y a pas un seul Antillais? Bien sûr qu'il y en a, certainement. Alors, parmi les thématiques traitées également, il y a la possible légalisation du cannabis. D'où vous venez cette idée? Écoutez, aux Antilles, en tout cas. Oui, j'ai été un peu en avance, sans doute, sur l'actualité, puisque les choses sont en train de changer de ce point de vue-là. J'ai voulu surtout, à travers ça, évoquer le problème de la drogue ici, qui est une véritable catastrophe. Enfin, on vient encore d'arrêter des jeunes. On a arrêté, un réseau a été démantelé, les gens ont été jugés récemment à Limoges. Les 9 trafiquants de drogue qui ont été jugés à Limoges sont 9 Antillais, donc je n'invente rien. On vient de saisir à Sainte-Luce, l'OCRTIS a saisi à Sainte-Luce tout récemment 143 kilos de cocaïne, plus des armes, plus des voitures de luxe. Quand on voit certaines voitures de luxe sur les routes de Martinique, on se demande, avec des jeunes à bord, on se demande d'où ces jeunes, qui sont probablement pas des héritiers, hein, ça en ferait beaucoup, d'où ces jeunes tiennent leur argent. On sait qu'il y a, la Martinique est un véritable nœud dans le trafic de drogue entre l'Amérique latine et l'Europe, et la France, naturellement. Alors, Carême de sang aux Antilles, qui est sorti depuis mi-décembre dernier, quel accueil a eu le public? Pour l'instant, un bon accueil. Vous savez, c'est pas seulement ce livre, mais c'est cette collection qui est nouvelle chez Caraïbes Éditions, qui est la collection Polar. Il y a de grandes signatures, hein, comme Raphaël Confiant. Puis il y a des nouvelles signatures, comme votre humble serviteur. Voilà, et c'est une collection qui marche bien. Des romans à venir? Oui, bien sûr, oui, il y en a un où vous serez une des premières concernées, ou des premières surprises, oui, tout à fait, puisque le prochain se passe dans le cadre d'une télévision privée qui émet en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Ah, ça rappelle quelque chose, ça rappelle un peu quelque chose, tout à fait, et la présentatrice du Journal du Soir de Martinique est l'une des héroïnes de ce roman policier, où il sera aussi question d'un scandale financier à l'université, si vous voyez ce que je veux dire. Parution quand?
Parution, alors oui, c'est l'éditeur qui en décide. Pour l'instant, il est en lecture devant le comité de lecture et je pense que dans quelques semaines, il sera sur le marché. Alors, dernière question. Cette fois-ci, on ne parle plus du livre. On vous connaît également en tant qu'observateur du monde politique en Martinique. Quel est votre regard sur l'actualité politique, notamment le conflit au sein du MIM? J'ai bien suivi le reportage d'Hubert Bornil qui dit à un certain moment qu'il se dit des choses en bas-feuille. Alors il se trouve que moi j'habite justement dans cet endroit, dans cette région de la Martinique où se situe le cœur de l'électorat du MIM. Et ce que j'entends moi en bas-feuille, hein, on en parle tous les jours, ce que j'entends en bas-feuille c'est qu'on est en train de constituer la machine à perdre, la machine électorale à perdre. Il y a énormément de déçus, de plus en plus de personnes qui sont des déçus, si j'ose dire, des déçus du Grand Semblé. Alors naturellement, pas les militants les plus durs, les plus radicaux, mais les électeurs moyens, parmi eux, il y en a énormément. Ceux qui avaient cru à l'Alliance. Voilà, notamment. Tout à fait, naturellement, qui 2 ans après, déjà 2 ans après, c'est rien 2 ans, sont sur le point sont peut-être déjà ou sont sur le point de devenir des déçus du Grand Semblé. Et puis, si j'étais dessinateur de presse, j'aurais envie de dessiner un de ces bus BHNS du TCSP qui ne roule pas, hélas, avec au volant 2 personnages, et à l'arrière, puisque ce bus est très grand, de nombreux militants et sympathisants du MIM, et ce bus se dirige droit dans le mur, et les 2 qui sont devant klaxonnent. C'est un petit peu ce qui est en train de se produire. Les électeurs, vous savez, en dehors encore une fois du noyau dur, hein, des électeurs des 2 protagonistes hein, de cette affaire, les électeurs moyens, ils observent, vous savez comment sont nos compatriotes, ils observent, ils ne disent rien, mais à un certain moment, ils mettront dans le secret de l'isoloir un bulletin dans l'urne et là, allez savoir ce qui va se passer. Très bien, Je pense que c'est une crise très grave. Merci à vous, André Berton, d'avoir répondu à nos questions. Et puis on rappelle quand même que l'objet de votre venue, c'est la sortie de votre livre « Carême de sang aux Antilles ». Merci à vous. Merci. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Nous serons en direct de Fort-de-France où se déroule actuellement une conférence de presse organisée par la ville pour présenter le dispositif du Carnaval 2018. Une nouvelle crise de l'eau s'annonce en Guadeloupe. Le niveau de l'eau distribuée dans la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre sera réduit de façon drastique pour cause de factures impayées. Et puis 220 lycéens ont désigné les écrivains qui les représenteront pour la finale de la 18e édition du Carbet des lycéens qui se déroulera en Guadeloupe. Et justement, partons en Guadeloupe avec une nouvelle polémique qui s'annonce sur la problématique de l'eau. Le niveau d'eau distribué sur la communauté d'agglomération du Sud Basse-Terre devrait diminuer de façon considérable en cause des factures impayées dont la dette cumulée s'élève à un peu plus de 100 000 €. Problème, en plus d'impacter les riverains déjà très agacés par les coupures d'eau régulières, la majeure partie des établissements de santé se trouve dans la zone concernée. Reportage de Linda Kayarsi. Dans les hauteurs de Baïf, la zone de captage de la rivière Saint-Louis, propriété de l'association syndicale d'irrigation des propriétaires du Sud Basse-Terre. Elle dispose d'un droit d'eau sur la zone depuis 1638. C'est le canal qui a été construit par les potes dominicains depuis l'époque. Et c'est à partir de là qu'on a une cession de droit. En 1971, des agriculteurs avaient décidé d'acheter une propriété pour faire un lotissement maraîcher. Et nous avons choisi une exploitation qui avait de l'eau qui passait, parce que la diversification maraîchère nécessite de l'irrigation. Et nous avons constaté que la propriété, c'est tous les périmètres dans lesquels nous nous trouvons, avait un droit d'eau à l'origine. À la suite de cette acquisition, l'association crée un syndicat mixte qui concède 20% de son droit d'eau à la ville de Basse-Terre. Le captage permet ainsi de desservir en eau un périmètre agricole de 1000 hectares, la commune de Baïf, ainsi que la partie nord-ouest de la ville de Basse-Terre. Et ces 20%, ils participaient à raison de 20% sur les investissements et le fonctionnement. En 2014, le président de la communauté d'agglomération et le préfet de l'époque, ils ont décidé de dissoudre le syndicat mixte. Un syndicat ne peut pas fonctionner seul. Donc nous avons aussi à notre tour démissionné. Et depuis, la communauté d'agglomération a continué à acheter de l'eau entre nos mains, mais ne nous paye pas. Et elle nous doit déjà 139 600 et quelques euros,
plus les frais d'entretien et de réparation que nous avons constitués sur la partie du syndicat mixte, on a là déjà investi 63 000 €. Donc nous ne pouvons pas continuer à dépenser de l'argent sans que nous soyons remboursés après au pourcentage de nos investissements. Du côté de la CSBT, on a une toute autre lecture de la situation. Moi je leur dis, il faut me donner un morceau de la maison. Alors les factures c'est rien, mais si je demande de me donner la maison, je fais vendre la maison. Est-ce que j'ai intérêt à faire la maison? Lorsqu'on examine une liquidation, c'est-à-dire que l'actif et le passif doivent être partagés. Si je fais maintenant un partage du tiers, j'ai droit un tiers de l'eau, j'ai droit un tiers sur la maison, j'ai droit un tiers sur tout ce qu'ils ont acheté. Je préfère laisser, c'est ma volonté, au syndicat, au travail des gens, leur patrimoine. Et c'est pourquoi je suis en train de faire une étude juridique pour savoir quel est l'intérêt qu'on a à récupérer leurs biens ou pourquoi pas laisser leurs biens. Voilà. Afin de faire pression et de récupérer son dû, l'association syndicale d'irrigation des propriétaires du Sud Basse-Terre envisage de réduire la quantité d'eau servie à la CSBT. Nous serons obligés de couper. Et c'est regrettant quand même de ne pas trouver une solution rapidement et que ce soit la population qui paie les pots cassés ou bien des centres hospitaliers qui vont avoir des problèmes d'alimentation. Parce que les 20% qui vont aller vers Basse-Terre ne sera pas suffisant pour alimenter la ville et l'ensemble de la population. Mardi prochain, l'association doit rencontrer la présidente de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbes afin de trouver un terrain d'entente. De retour en Martinique, je vous le disais, le carnaval se prépare. Les différents acteurs des jours gras sont dans les starting blocks. Les agents municipaux de la capitale sont en alerte et les carnavaliers font leurs derniers achats. Reportage d'Alizé Lutrin et de Guy Raphaël René. 10 jours avant le début du carnaval, beaucoup de personnes écument déjà les boutiques pour dénicher leurs tenues et accessoires. On va commencer pendant l'avance parce que là, il n'y a pratiquement plus rien, surtout sur les chaussures, c'est sur les pointures, il n'y en a pratiquement plus rien. Je recherche des combinaisons, les jupes à tutu, des paillettes, pour les cheveux aussi. Beaucoup de pacotilleuses n'ont pas encore monté leur stand. Elles seront près de 200 installées aux 4 coins de la ville durant les jours gras. Certaines ont déjà sorti leur stock, mais pour l'instant, il n'y a pas foule. Je suis ailleurs parce que c'est le truc de boxeur. Pour bien regarder, depuis ton campé là, pas que personne machin qui vient camper pour faire achat. Certaines boutiques de vêtements sont déjà dans l'ambiance et ont positionné leurs articles de fête en tête de gondole. Ils commencent déjà quand même à venir acheter quelques accessoires surtout les soirées. On attend pour faire du chiffre. C'est une bonne période normalement. De l'autre côté de la rue, à la mairie de Fort-de-France, on se prépare également. Réunion au sommet ce matin avec la quasi-totalité des professionnels, acteurs du carnaval, animation, sécurité ou encore transport. Autour de la table, la Croix-Rouge. Chaque année, 4 médiateurs sillonnent les rues pour prévenir la consommation de drogue durant les festivités. Nous intervenons principalement sur les consommateurs de crack. Donc effectivement, la plus forte concentration se trouve sur le territoire de la CACEM, notamment du centre-ville. C'est pour ça que chaque année, depuis environ 3 ans, on intervient dans le cadre du dispositif du carnaval pour faire des maraudes de réduction des risques et de dommages et de prévention. Puisqu'il y en a qui sont sur le centre-ville, qui restent un peu en marge des parades, mais il y en a aussi qui participent donc à cette action, qui participent à ce moment de cohésion sociale. Donc là, on est là pour faire le lien avec eux. Malaise, bagarre, risque terroriste, bien que les jours gras soit avant tout un moment de fête, il ne faut pas baisser la garde pour autant. On a mis un système, devrais-je dire, défensif qui permet donc d'éviter l'introduction de véhicules sur la zone où il y aura du public. Les événements de Nice sont assez récents pour ne pas oublier ce qui s'était passé à Nice et on n'est pas à l'abri. Et deuxièmement, on a donc mis en place un dispositif extrêmement resserré qui consiste à installer 9 points d'inspection filtrage dans le cœur de ville pour permettre le contrôle et des fouilles systématiques et des ouvertures de sacs, éviter les objets contendants. Le compte à rebours est lancé. Dans 10 jours, tout sera permis ou presque. L'an passé, des dimanches gras, plus de 50 000 personnes étaient au rendez-vous dans les rues de Fort-de-France.
Et justement, pour savoir ce qui vous attend pendant les jours gras, nous retrouvons tout de suite Alizé Lutran qui est en direct du kiosque Henri Guédon. Se déroule actuellement une conférence de presse de la mairie de Fort-de-France sur l'organisation du carnaval pendant les jours gras. Alizé, dites-nous tout. Eh bien écoutez Sabrina, en réalité la conférence a débuté depuis 10-15 minutes. On attendait les élus qui avaient leur conseil municipal. Ils sont arrivés. Il va y avoir beaucoup de points à aborder pour cette nouvelle édition du carnaval, la 112e. Et puis vous l'entendez, peut-être que vous le voyez derrière moi, on est déjà dans l'ambiance ici. Il y a déjà quelques groupes à pied, puis les reines du carnaval également. Alors ces nouveautés, c'est justement Maurice Fernet qui est en charge du développement et de la prévention à la mairie de Fort-de-France qui va nous les expliquer. Maurice Fernet, expliquez-nous tout d'abord comment va s'articuler cette édition du carnaval 2018. Alors chaque année c'est un carnaval nouveau qui s'annonce et l'objectif c'est d'accueillir au mieux les carnavaliers. Donc nous allons effectivement reconduire des dispositions qui étaient mises en place l'année dernière, mais en tenant compte de l'expérience de l'année dernière, nous allons améliorer un certain nombre de choses en termes de stationnement, de circulation, également de convivialité sur le circuit. Je crois que c'est très important, notamment pour l'accueil des personnes âgées, personnes en situation de handicap. Alors justement, quelles sont les nouveautés en matière de réglementation? Qu'est-ce qui change? Alors, nous prenons aussi en compte un certain nombre de situations comme le problème des tueries de masse. De plus en plus, nous sommes attentifs à cela puisque rassembler 80 000 personnes sur un territoire comme le centre-ville, c'est aussi assurer la sécurité de ces personnes. Donc, le principe de base demeure l'itinéraire réservé aux manifestations et à l'intérieur de la zone, au centre-ville notamment, ce qui est surtout important, c'est que les gens respectent les règles, notamment l'interdiction de vente de boissons en bouteilles en verre sur le domaine public. Et puis, bien sûr, nous aurons une attention particulière en direction d'un certain nombre de bradjaks marrons, puisqu'il y a un processus d'autorisation des bradjaks à Fort-de-France. Je crois que c'est important, on ne peut pas mettre 2,7 km de bradjaks. Il faut aussi que pour que les choses se passent bien, que nous respections un minimum de règles. Après, c'est la convivialité, puisque le génie du carnaval martiniquais, justement, c'est de permettre la cohabitation sur un même espace de groupes organisés et de groupes plus spontanés. Justement, j'ai également entendu parler d'une charte éco-citoyen. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors nous sommes engagés aussi dans ce que nous appelons d'une manière générale le développement durable. L'objectif, c'est de faire en sorte que toutes les activités fassent une utilisation raisonnée des ressources. Il en est également de même concernant les manifestations. Donc nous invitons effectivement non seulement les commerçants non sédentaires, mais également tout Martiniquais à faire en sorte de mieux protéger notre planète en ne jetant pas les déchets n'importe où, donc en les triant autant que possible, en faisant en sorte que là aussi que l'affichage ne se fasse pas n'importe où, mais soit respectueux dans notre environnement, et puis que d'une manière générale, là aussi, nous, par notre attitude, nous ayons, on va dire, plus cette solidarité que nous vantons à avoir lorsqu'il y a des coups durs, mais dans le carnaval, la solidarité, la compréhension aussi peut s'exercer. Donc c'est tout cela. Alors ça se traduit concrètement pour les commerçants non sédentaires par une gestion des déchets, une gestion aussi des huiles usagées. Et là, c'est un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. La dernière mesure importante aussi, c'est de faire en sorte de valoriser les personnes qui sont propriétaires de véhicules propres, véhicules électriques ou véhicules hybrides. Donc nous allons leur donner des facilités de stationnement et nous avons une convention qui est passée avec Gexpark pour un stationnement de ces personnes gratuitement au niveau du quai Ouest où ils pourront accéder aux manifestations directement. Voilà, et puis pour ce qui est de la sécurité, eh bien la question va être traitée la semaine prochaine. Le procureur, le maire de la ville et le préfet notamment vont se réunir pour affiner les réglementations. Merci à vous, Alizé Lutran. En attendant les jours gras, direction la Guyane. Maryse Condé, Louis-Philippe d'Alembert ou encore Patrick Chamoiseau, des auteurs mis à l'honneur dans le cadre de la 18e édition du prix Carbet des lycéens. 220 élèves se sont plongés dans les écrits de ces auteurs afin de désigner les ambassadeurs qui les représenteront pour la grande finale en Guadeloupe. Voyez les précisions recueillies par les équipes d'ATV Guyane. C'est un concours qui permet de voir la différence entre certains livres qui ont été choisis, 6 livres lauréats. Et donc on débat, nous les élèves, les lycéens, on débat pour savoir lequel qu'on a préféré. Il y a eu 5 romans, il y a un autre livre qui est vraiment philosophique, mais les livres se rapportent à peu près tous à l'immigration, aux Antilles, un peu partout. Moi j'ai choisi un livre qui c'est L'enfant et le camboiseur,
Alors il est assez différent parce qu'il ne parle pas vraiment d'immigration, mais il nous parle vraiment d'une histoire d'un enfant qui est vraiment curieux et qui cherche à comprendre tout ce qui se passe derrière cet homme qui s'appelle Monsieur Zouti. C'est un oiseur, donc il essaye de comprendre, sa curiosité l'amène à comprendre sa magie. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFES sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré de Bureau-Vallée à Cocotte-du-Cos. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don au CHU Pierre-Zot-Dakitman au quartier Laména à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, on se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani en Tchéquie. A tout de suite. Toutes vos passions sont dans la box 4K de SFR. Tout le cinéma, les séries et les chaînes de divertissement que vous aimez sont chez SFR. Le forfait Power Max avec Ciné Plus est à 49,99 € par mois pendant 3 mois.